Yo! Bonjour Asimov! Hop. J'étais en train de me préparer de faire mes trucs de mon côté. Hop. Je faisais mes petits trucs. Et Prime sans plus! Et oui! Oui, c'est bon, j'ai activé le micro, sinon ça marche pas. GG à moi, bravo! Bravo, bravo! Attends, j'arrive quand même. Hop! Salut! Et oui, aujourd'hui je suis assis. Attendez, c'est de me mettre un peu correctement. Le chat qui détruit la pochette. J'ai pas compris. Mon renard qui fait toujours de la merde là. Attends, je vais niquer le... Hop là, voilà. Qui détruit la pochette sur la vidéo d'attente. Ah, le chat! Ah putain, le con. Mais pourquoi il me parle de mon chat celui-là quoi? Qu'est-ce que ça dit? Mais non, enfin. Et pour moi, c'est toujours le matin. Hein. Je suis fatigué. Il me faut un peu de temps pour me lever, hein, doucement. Les gens oublient le thé. Oui, c'est vrai, mais du coup, ça devient confus après. Du coup, moi, en général, j'essaie de le mettre. Mes cheveux font de la merde. Bon matin, alors, merci. Toi aussi. Techniquement, il est 11h49. Ça marche encore, hein. Ça marche encore. Et oui. Du coup, effectivement, on va faire du Metazoa, un peu. Parce que j'ai découvert que j'étais pas trop mauvais à ce jeu. Et après, on va découvrir un piou-piou. Hier, on a parlé d'articles pourris sur les baleines. Et ça m'a fort énervé. Je t'ai follow hier depuis le stream. Oui, j'ai vu, merci. Et du coup, voilà, ça m'a saoulé. Donc j'ai décidé qu'on allait faire un truc qui me met de bonne humeur aujourd'hui. Parce que les articles d'hier... C'est une conspiration à ce stade-là, c'est pas possible. Hein. Ça fait 2 ans qu'il y a de plus en plus d'articles qui sont véhiculés sur l'évolution des baleines. Et c'est pas ça, quoi. C'est de la merde. Et le pire, c'est que leur propre source explique bien que c'est pas comme ça qu'il faut marcher. C'est ça, c'était chez Tous Comprend, ouais. C'est ça. J'avais follow il y a quelques temps, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. J'ai follow, avant, il n'y avait pas beaucoup de vues, on s'est dit, bah tiens, ça a l'air sympathique, il n'y a pas trop de monde. Et puis quand j'ai raid, je me suis dit, tiens, bon, il y avait quoi, une quarantaine de followers, de viewers, un truc comme ça. Je me suis dit, ah oui, c'est beaucoup, mais ça va quand même. C'était l'un de ceux que je suivais sur le moment qui avait le moins de viewers. Et puis, à un moment, parce que j'ai cliqué sur... j'ai été voir un peu le reste de ce qu'il faisait, parce que je me souvenais plus de tout. Et j'ai vu genre 10 000 followers. J'ai dit, ah oui, quand même, c'est pas pareil. Si j'avais su, ça serait peut-être pas permis de raid. Mais bon, il a pas mal pris, donc ça va. Mais ouf. La vache, quoi. Oui, moi, je me suis dit que je raidais enfin, peut-être pas un petit streamer, mais voilà. Moi, je suis à 245 followers. Je me demande si je sais pas follow back, parce que j'ai été voir dans la liste de follow. Je me demande. Je sais pas si je peux le voir depuis Twitch chat. Non, je vais faire ça depuis mon téléphone, c'est moins chiant. Hop. C'est ça, hein? Oui. Bah t'es en live. Comment ça se fait? Murderbot. Ah oui, c'est ça, tu fais quoi? Ah, c'est que j'ai pas été voir alors. Ou alors j'ai pas vu ce que tu faisais. Je sais pas. Pourtant ta PP me dit quelque chose. Tu fais quoi sur Twitch? Murderbot, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Attends, mais c'est-à-dire... The fuck? Tu m'entends chez toi? Série et film. Ok. Ouais, t'es en live depuis 6h30, la vache. Ça fait beaucoup. Hop. En fait, c'est plus pour mater un truc et parler dans un chat. Oui, c'est pratique. Alors. Du coup.
On va passer sur le métazoa, je pense. Hop. Voilà. Hop, je lance mes petits trucs. Métazoa, oui. En vrai, si ça concerne pas un poisson ou un oiseau, je m'en sors. Première tentative, baleine. Alors laquelle? Il y a à bosse bleu, après il y a les belugas, les orques, tout ça, ça fait un paquet de trucs, hein, les baleines. Bleu, ah oui, la bleue, ils ont, c'est vrai. J'avais oublié. Et non, mais c'est un laurasia terrien. Alors, les laurasia terriens, c'est globalement des mammifères, essentiellement ceux d'Afrique, mais d'Amérique, mais pas que. Moi, je vais dire vache, parce qu'en général, c'est quand même une valeur sûre. Échec total, non, pas total, parce que t'es dedans. Et en vrai, t'aurais pu tomber sur bilatéralien ou eumétazoaire. Eumétazoaire, c'est l'échec total. Ça, c'est l'échec total. Là, on est sur de la méduse ou des trucs comme ça. Là, on est sur un gros échec. Ou pire, sur métazoaire, parce que la différence entre les métazoaires et les eumétazoaires, c'est les éponges. C'est le seul type d'organisme qu'il n'y a pas. Donc si tu tombes sur eumétazoaire après avoir rentré n'importe quelle espèce, a priori, c'est une éponge. Éléphant, oui. C'est bien possible, parce que c'est pas un artiodactyle, donc c'est possible. Je suis pas calé en phylogénétique, je suis pas trop calé non plus, mais en vrai, comme je découvre pas mal d'espèces, etc., et que je joue beaucoup au jeu, je commence à m'y connaître un petit peu. Ah oui, c'est fun ce jeu. Oui, il est rigolo. Ouais, je m'entraîne beaucoup. J'aime le principe. Bah oui, c'est trop bien en fait, il fallait y penser. Il y a la même chose avec les plantes, il y a Métaflora du coup. Mais Métaflora, j'ai essayé, comme j'ai aucune connaissance en plantes, c'est vraiment le mode difficile de Métazoa quoi, je peux pas. je trouve pas la moindre putain de plante, c'est terrible. Alors c'est pas un éléphant, c'est un eutérien. Oui, enfin si, c'est un... Bref. Les éléphants sont les eutériens. On veut un laurasia terrien, donc qui descend des eutériens. Un truc plus précis, on va dire tigre. Hop. Dactyla, c'est oiseau. Alors non, dactylo... Enfin, Oula, les dacty... Merde, j'ai oublié, du coup j'ai plus. Ptérodactyle, non. Non, c'est ceux qui marchent sur leurs ongles. Les artiodactyles, voilà. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais globalement, c'est ceux qui marchent sur leurs ongles. Et attention, il y a aussi les cétartiodactyles qui sont inclus dans les artiodactyles. Traduction, il y a les baleines, parce qu'il y a des études morphologiques et phylogénétiques, on a étudié leur génome, leur ADN et leur apparence, et on peut confirmer aujourd'hui que ça descend de ça, des artiodactyles. Si tu veux t'aider en vrai à jouer à Métaflora, je te conseille d'acheter, sinon d'aller la trouver, la carte de l'évolution de Kurzgesagt. La map of evolution, elle est très très bien. En vrai, c'est donc un mini arbre phylogénétique avec des jolis dessins originaux qui expliquent, c'est comme un arbre généalogique quoi, mais à l'échelle du vivant. Et t'as des animaux représentatifs. Par exemple, les félidés sont représentés par les chats, les canidés sont représentés par les loups, les baleines sont représentées par la baleine bleue, les hippopotames par un hippopotame, bien vu. Et ça remet tout ça par branche, donc on voit vaguement qui est le cousin de qui. Le problème, c'est que, évidemment, ça reste... C'est un poster que j'affiche au-dessus de mon lit, hein. Ça va dû me coûter dans les 40 €. Donc évidemment, c'est limité, disons, mais c'est quand même très utile. En vrai, pour jouer au jeu, ça m'a sauvé de quelques parties, hein. Si t'es en favori, ouais. Oui, il est très très bien, c'est trop cool, Métazoa et Métaflora. Le paresseux, ça marche sur ses ongles? Non, ça marche sur des... Ça marche pas trop déjà, ça reste beaucoup dans les arbres. Et en fait, ça a des très grosses griffes séparées. Mon rideau de douche, c'est le tableau périodique. Ça, c'est cool. Ouais, donc on disait, gna gna gna, on n'est pas là-dessus. On est sur un carnivora. Carnivora, les ours. Ouais, beaucoup de trucs. On est geek ou pas? On est un peu geek, ouais. Les ratons laveurs, alors les fossés ils ont pas, parce qu'il y a plein d'espèces qu'ils ont pas, ça me frustre. Ils ont 320 espèces je crois, c'est déjà énorme, mais à chaque fois quand tu veux taper un truc qui te paraît évident et que c'est pas ça, c'est pour mourir de frustration. Donc ça peut être un raton laveur, un cheval, non un cheval c'est pas carnivore. Les carnivoras c'est pour les carnivores. Là on est dans les carnivoras. Donc les artiodactyles c'est un groupe cousin dont on ne veut pas, donc c'est pas ça. Donc tout ce qui marche sur ses ongles, c'est vaches, chèvres, girafes, cerfs, cochons, tout ça. Ça, on veut pas. Là, on n'est pas là-dedans, on est chez les carnivores. Donc, on est sur de la mangouste, sur du morse, sur du raton laveur, du chat, du chien.
de la hyène, de l'ours. On va dire ours, tiens. Tac, l'ours brun. C'est pas un ours, mais on est chez les Caniformia. Donc c'est encore plus précis. Là, on est chez tout ce qui ressemble un peu plus à un genre de chien qu'à autre chose. Il y a le panda roux, les ours. Alors les ours et les pandas roux, c'est pas la même chose. Les pandas roux ne sont pas des pandas. On croirait, mais non. Et les pandas, c'est une catégorie précise d'ours qui n'est pas là-dedans. Donc c'est ça. Félin, alors non, Caniformia, on n'est pas chez les félins. On est vraiment chez tout ce qui est ours, chien, donc canidé quoi. Et après, le reste est un peu plus compliqué. Digitigrade, oui, mais c'est pas forcément que ça. Les digitigrades, ça regroupe aussi les chats. Les digitigrades, c'est les animaux qui marchent sur leurs doigts. J'ai fait une vidéo de vulgarisation scientifique en format court, donc 4 minutes, 3-4 minutes sur YouTube. Même chaîne, tout est pareil, même PP, même pseudo. Si tu veux aller voir, c'est à mon sens très bien fait et on m'a dit que c'était adapté pour les enfants aussi. J'ai des gens qui ont montré ça j'ai une personne qui a montré ça à un neveu de 7 ans et qui a compris ce que j'ai dit, donc apparemment c'est cool. Voilà. Ça s'appelle les modes de marche des mammifères, la marche chez les mammifères. Qu'est-ce qu'on met? On peut mettre... oui, on peut mettre chien. En vrai, chien, ça couvre bien. Chien... Ah oui, t'avais dit hyène. Oui, mais là, on est chez les Caniformia. Donc, on n'est pas sur un chien. Mais est-ce que... les catégories par rapport à chien et ours, est-ce que ça regroupe quelque chose? Non. Donc, on est sur un cousin entre le chien et l'ours. Ah bah, ça crée... ça laisse beaucoup de trucs. Si on pourrait mettre... Là, je regarde ma carte, du coup. Entre le chien et l'ours. Bah, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a énormément d'espèces, mais il n'y a pas grand-chose de différent, on va dire, de vraiment entre ours et chien, quoi. Il y a plein de trucs, mais on est quand même sur cette gamme-là, quoi. On pourrait mettre Pandarou quand même, pour voir un peu si on n'est pas... Oula! Wow! Oh, le pavé! Forme de chien, comme les chiens, loups, renards, canidés, les ours ursidés, les ratons laveurs prosionidés, les phoques et les otaries pinnipèdes, contrairement aux Feliformia, qui sont des carnivores à forme de chat, comme les félins, les mangoustes, etc. Donc si tu parlais d'un carnivore qui marche sur ses ongles, appartenant au groupe des Caniformia, alors ta phrase pourrait être reformulée ainsi. Un caniforme est un carnivore digitigrade qui marche sur ses doigts. Oula, j'ai pas tout compris. Si tu parlais d'un carnivore qui marche sur ses ongles... Alors, un carnivore au sens strict qui marche sur ses ongles, je crois que j'en connais pas. Il y a le cochon, mais il est omnivore. Et il a une structure un peu plus compliquée que ça. Caniforme est un genre digitigrade qui marche sur ses doigts avec les griffes en contact avec le sol. Oui, mais oui, mais il marche pas sur ses griffes. Ok, c'est ce que j'avais compris, mais c'est pas ça. Ok. Hop. Donc. Oui, ça reste quand même très très large. Hein. On teste chien, j'ai déjà mis. Il est là. Ours, c'est mis aussi. Chat. C'est pas un chat. C'est pas un chat parce qu'on est chez un Caniformia. Donc c'est pas ça. Sinon, il serait là-haut, avec le tigre. Et il est pas du tout là-dessus. Donc c'est pas ça. On est vraiment sur tout ce qui est plus chien, comme le raton laveur. Je sais plus. On va essayer parce que je sais plus. Il est dans les carnivora, mais est-ce qu'il est dans les Caniformia? Je ne crois pas. Je crois qu'il sera plus haut avec le tigre. Raton laveur. C'est pas carnivore un peu? Je saurais pas te... Je crois que c'est carnivore, oui. Je saurais plus te dire. On va voir ça. Parce qu'on a l'affiche, hein, de toute façon, qui s'affiche. Donc on va pouvoir voir. Raton laveur. Alors c'est un mustélidé. Ça bouffe tout. Oui, c'est possible. Et donc on est bien chez les Carniformia, mais c'est un groupe précis qu'on veut pas. Le raton laveur, également appelé sous le nom de raton laveur commun ou abrégé sous le nom de raton au Québec, est une espèce de mammifère omnivore
de la famille des Procyon-idés. C'est ça, c'est ça. Donc, pas ce truc-là. Un truc qui ressemble plutôt à un chien. Est-ce qu'on serait sur un chacal? C'est pas exclu que ce soit un truc type chien. Hein. C'est pas le chien, mais ça peut être tout ce qui est canidé, quoi. Ça n'a pas l'air d'être un canidé non plus. Puisque c'est ni un chien, ni un chacal. Un loup? Non, puisque ce sera pas un canidé du coup. Enfin, ça reste à confirmer quand il aura chargé, là, mais on pourra le voir. C'est ça, c'est pas un canis. Canis est un genre de mammifère carnivore de la famille des canidés qui regroupe les chiens, les dingos, la plupart des loups, les coyotes et les chacals. Donc, ce n'est pas ça. C'est pas un mustélidé type raton laveur. Et voilà. L'ancêtre des mammifères, le... Je connais pas celui-là. Non, il est pas dans la liste. Le Procoptodon. Il est pas dedans. De toute façon, si c'est un truc éteint, c'est pas dans la liste a priori. Enfin, à ma connaissance. Mais ouais, ça me dit rien. Moi, je connais les ancêtres plus loin qui marquent la différenciation avec les reptiles, si tu veux, genre les gorgonopsiens. Mais ça, j'avoue que je connais pas. Après, il n'y a pas un ancêtre des mammifères, hein. Il y a des ancêtres, on descend pas d'un seul couillon, on descend de plein de trucs différents. L'évolution, c'est pas linéaire. On en a parlé sur tout ce qu'on prend hier. Bah, je n'étais pas encore là, je crois, parce que je m'en souviens pas. Mais ouais, moi, je suis arrivé pour le docu sur la conscience. Avant-hier. Ah, ouais, j'étais pas là encore. Faudra que j'aille voir, du coup, ça m'intéresse. Voilà, j'irai voir. La conscience, c'était pas dégueu. C'était un peu compliqué, mais c'était sympa. Ouais, j'ai pas tout suivi. Mais c'était cool. Quand il y avait tout un débat sur les formes de vie carbonées et les formes de vie siliciées et sur l'importance du cerveau, parce que j'ai oublié je sais plus comment il s'appelle le streamer de coup, mais il expliquait qu'il était très matérialiste et que pour lui la présence de sens était très importante pour expliquer la conscience. Et en vrai, non, c'est pas une otarie ou un phoque, sinon il serait dans les artiodactyles côté cétartiodactyle, donc il descendrait de tout ce qui est là-haut. Avec la baleine bleue et la vache. Et on est vraiment pas de ce côté-là. On est chez les Carnivora, donc un groupe cousin. Caniformia, et on est entre les... Monsieur connaît. Je connais un petit peu. Mais en fait, j'ai beaucoup joué. Puis j'ai la carte du vivant sous le pif. Donc forcément, je connais. On a découvert 169 espèces ici. La biodiversité, c'est littéralement toute ma vie. Courte, certes, parce que j'ai 23 ans, mais quand même. J'ai des traces de moi qui m'intéressent au monde vivant jusqu'à mes 4 ans. Donc comment te dire que je connais phoque. Phoque, c'est peut-être bien possible. Ouf, bien vu. Bien vu, bien vu. Ça bouffe du poisson, ouais. Oui, tout ça, c'est plutôt proche du chien, c'est vrai. Enfin, du chien, on se comprend, c'est proche du chien, mais c'est plus proche de ça que des artiodactyles. C'est vrai. Les pinnipèdes, donc. Merci ChatGPT. Donc, les pinnipèdes sont des mammifères marins semi-aquatiques aux pattes en forme de nageoires, fréquentant, pour la plupart, les mers froides. Alors, on est sur du morse, du lion de mer, de l'otarie, mais on l'a déjà dit. Non, on n'a pas dit l'otarie, on a dit le phoque. Ça peut être une otarie, c'est sûrement une otarie en général. Mer froide, oui, tout ce qui est Antarctique, etc. Le rorqual, c'est une baleine. Et c'était l'otarie. La baleine, encore une fois, c'est dans les cétartiodactyles. Et c'était l'otarie de Californie. L'otarie de Californie, aussi appelée lion de mer, de Californie, est une grosse otarie, qu'on peut notamment voir dans le port de San Francisco. Oui. D'ailleurs, dans l'étude qu'on a lue hier sur l'évolution des baleines, des mammifères marins aussi, pas que des baleines, il était question d'ailleurs de l'otarie et des types d'évolution qui font la tendance, on va dire, évolutive chez les mammifères qui deviennent marins, qui passent de terrestre à marin. Souvent, il y a la prise de masse, donc l'augmentation de la taille,
Et tout ça, ça justifie, on va dire, ça se justifie parce que la fourrure, chez globalement dans l'essentiel des espèces, à part la loutre de mer, globalement, ça aide à conserver la chaleur, parce que quand tu vis dans l'eau, bah, t'as froid. Généralement, du coup, l'otarie fait partie des animaux qui ont suivi la tendance, qui sont devenus un peu plus grands, qui ont pris du poids, enfin de la masse, et dont les membres se sont réduits. Parce qu'ils ont des petites nageoires proportionnellement par rapport au reste de leur corps, comme on pourrait retrouver chez nous, où le bras fait à peu près la moitié du corps, quoi. Un truc comme ça. Le retour du terrestre au marin, c'est par pression environnementale. C'est énormément de choses. Mais oui, bah c'est l'évolution, quoi. Genre une météorite. Oula, non. C'est pas une météorite direct. C'est pas l'impact de la météorite qui va faire que les espèces vont aller... vont aller près enfin, vont se rapprocher des océans et évoluer dedans. Non, ce type d'évolution déjà se fait sur des centaines de millions d'années, et c'est beaucoup plus... ça demande tout un tas d'impacts, ça demande beaucoup de hasard aussi, et une météorite, c'est plutôt destructeur que pour autre chose. Pour survivre aux conséquences. Mais on n'évolue pas pour une raison. On évolue, point. En fait, l'évolution n'a pas de raison, si tu veux. Genre, surtout quand on a toujours un système qui date des poissons. J'ai pas suivi parce que dans le cas de l'ancêtre des baleines ou de l'otarie, c'était plus du tout le cas déjà. Hein. L'ancêtre des baleines, c'était plutôt le Pachycétus. Le sac amniotique des fœtus. Ah bah justement, le sac amniotique, c'est pas du tout un truc de poisson, par exemple. On a besoin de grandir dans l'eau. Alors oui, mais justement, les poissons n'ont pas le sac amniotique. Le sac amniotique, pour faire très court, c'est en gros les cousins, parce que c'est pas les poissons qui ont conquis les continents, mais les cousins des poissons, les tétrapodomorphes, ont par hasard acquis la possibilité, les capacités nécessaires de se déplacer hors de l'eau. Ils avaient quand même besoin de l'eau pour survivre et se reproduire, et donc ils se sont dirigés vers le dehors, sauf que qu'est-ce qui les a avancés dans les conquêtes? 1, les plantes, et 2, les arthropodes, et certainement les bactéries dans le tas. Donc, ils se sont dirigés vers les forêts où il y avait beaucoup de points d'eau, des marécages, etc. Et c'est comme ça que ça a créé les amphibiens, qui avaient toujours pas le sac amniotique, mais qui avaient du coup un milieu aquatique où pondre leurs œufs et où se reproduire quand même. Mais ils ont appris à se différencier de plus en plus du milieu marin. Et en évoluant encore, ça a donné énormément de choses, y compris des reptiles entre autres, etc. Et ça a donné lieu du coup à... ça a donné lieu en gros à l'apparition de l'œuf amniotique qui reproduit le milieu marin dans l'œuf, et donc plus besoin de vivre, de se reproduire dans l'eau. Et c'est comme ça que du coup les animaux sont ensuite partis en s'isolant toujours plus des marécages, quoi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a des trucs qui vivent dans le désert, quoi. C'est en grosse partie grâce à ça. Oui, car ils ont l'eau de la mer. C'est exactement ça, les détails en moins. C'est ça. Mais du coup, ils n'avaient tout ce qui est Pachycétus, l'ancêtre des otaries, etc., ils n'avaient plus du tout ils avaient certaines bases encore des poissons, si tu veux, mais c'est pas des poissons, du coup, des tétrapodes, puisqu'on est tous des tétrapodes, hein, oiseaux, êtres humains, ours, tout ça, donc on a encore cette base-là, mais ça n'a pas joué dans leur évolution. Enfin si, ça joue dans leur évolution, mais pas par rapport à une météorite qui les aurait impactés pour retourner vivre à la mer. Sauf les marsupiaux, pas de sac amniotique. Ça aussi, c'est fascinant, c'est vrai. C'est vrai. Ceux-là, ils sont encore un peu particuliers. C'est comme toujours, hein, à chaque fois qu'on énonce une règle, il y a toujours une exception qui est en fait une autre règle qui a elle-même son exception, ainsi de suite, et c'est toujours trop cool à découvrir. Voilà, et d'ailleurs, les marsupiaux qui sont généralement caractérisés par la présence d'une poche où la larve, on va dire, l'embryon va finir sa croissance, oui, mais pas chez le numbat. Le numbat, c'est tout ce qui, c'est comme d'habitude, hein, c'est un petit marsupial, mais il a pas de poche amniotique. Enfin, il a pas de poche, et il a pas il a une langue de fourmilier. Le truc, c'est n'importe quoi. La météorite, j'ai exagéré un peu. Oui, moi, je prends tout très littéralement. Moi, je suis autiste, donc voilà. Et l'autre machin qui pond les œufs et qui est venu, l'ornithorynque. Ouais. Ouais, non, franchement, en vrai, c'est même pas le plus chelou à dire dessus. C'est ça aussi un peu. On peut pas être un petit peu autiste. On est autiste ou on l'est pas. En vrai, dans ce genre de cas, il faut se faire diagnostiquer. Hein.
me va bien. Bon, j'irai chercher mon colis plus tard. Bah alors on l'est. Diagnostic posé. Ah bah oui, si t'as un diagnostic posé par un médecin, alors t'es autiste, t'es pas un petit peu autiste. Voilà. Moi, j'aurai mon diagnostic le 16 juin, mais l'un des deux médecins que j'ai déjà vu, enfin que j'ai vu qui m'ont fait passer les tests, m'a dit « Moi, je vois des traits autistiques », et l'autre ne m'a pas fait passer les tests qui servent à diagnostiquer l'autiste, on va dire. C'était une neuropsychologue spécialisée dans les TSA, mais qui est aussi spécialisée dans d'autres trucs, et qui a plus fait passer des tests concernant le test de QI, etc. Elle va appuyer l'opinion du médecin avec le sien, avec la sienne, mais en gros, elle va dire oui, clairement, au vu des tests qu'on a eu, au vu de... Parce qu'en plus, j'ai un dossier médical très fourni, donc elle a pas eu à me réexpliquer grand-chose, quoi, forcément, je m'y connais bien. Donc ouais, clairement, vu les difficultés que j'ai, vu le nombre de troubles associés, etc., clairement, il n'y a aucune raison qu'elle s'oppose à l'opinion de mon médecin. Donc voilà, là, a priori, on est sur de l'autisme bien marqué. D'ailleurs... quand j'ai commencé à émettre des suspicions auprès de ma nouvelle psy, etc., ils m'ont dit, mais enfin, ça m'étonne qu'on ne voulait pas diagnostiquer plus tôt parce que ça paraît évident. Bah oui, je me demande aussi, du coup. Merde, quoi. T'as quel âge? Bah j'ai 23 ans. On va commencer avec le tigre. Le tigre, c'est vraiment une bonne base, je trouve, pour commencer, en fait. Parce que ça te donne... si c'est pas ça, très vite, tu sais... Selon ce qu'on te répond, souvent, c'est bilatéralia, tu sais très vite ce que c'est. Sinon... Sinon, bah, tu sais, si c'est pas trop loin du tigre, tu sais très vite si c'est plutôt un carnivore ou un cétartiodactyle, enfin, un artiodactyle ou un cétartiodactyle. En fait, je trouve que par rapport à d'autres mammifères, ça libère énormément de place, en fait. Ça coupe beaucoup d'arbres du vivant, ça permet d'y voir très clair très vite. Là, par exemple, bilatéralia, on est sur juste les animaux bilatéraliens. Si ça avait été plus que ça, on aurait eu... Enfin, si le truc qu'on cherche était plus proche, on aurait eu quelque chose dans le genre... eutéléostomie, donc des animaux avec un squelette en os. Là, c'est pas le cas. Donc on est plutôt sur de l'arthropode, insectes, tout ça. Du crustacé aussi. Et si ça avait été eumétazoaire, on serait plutôt sur une méduse, je pense. Arthropode, fourmi, alors oui, on peut essayer. Hop. T'as de la chance, moi je vois des psys depuis que j'ai 5-6 ans, l'autisme, ils n'en parlaient pas. Ah bah, il a fallu que je l'amène tout seul, et ça s'est fait, j'ai commencé il y a 2 ans, quoi. Et j'ai de la chance, disons que j'ai des économies, surtout. J'ai de la chance d'avoir des économies, et un sacré parcours, en fait, déjà, qui m'a pourri complètement mon enfance. J'étais constamment en train de faire des tests partout, hein. J'ai un dossier médical assez long. Et donc ça ouais, c'était pas fun, mais du coup, avec la quantité de troubles associés, évidemment, voilà. L'autisme infantile n'était pas documenté. Ah bah, chez moi, personne n'a jamais posé la question, hein. C'est moi qui ai débarqué il y a 2 ans, j'ai dit, bon bah écoute, j'ai dit à ma psy, écoutez, voilà, moi j'ai des petits doutes quand même. Et elle m'a dit, ah oui, alors écoutez, on va faire c'était pas un test de diagnostic, c'était un test de dépistage, on va dire, de savoir si c'était intéressant de creuser la piste ou pas. Le test de Allison C, j'ai eu 8 sur 10. Elle me dit, bon, on va creuser alors. Et ça m'a coûté 500 €. Mais du coup, j'aurais enfin terminé mon parcours de diagnostic concernant l'autisme d'ici le 16 juin, quoi. Les années 80-90, c'était mal vu. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Globalement, la santé mentale, n'importe quel type de trouble de la santé mentale, c'est toujours très mal vu, hein. Malheureusement. Après, je sais pas exactement où tu vis, mais moi j'habite en Belgique, et en Belgique, j'imagine que tu vis en France, c'est souvent le cas des gens qui viennent chez moi, et il se trouve que la France... Bon, la Belgique, c'est pas ça, hein, mais le système médical de la France est encore plus flingué du cul que celui de la Belgique. Donc évidemment, voilà. Yes, Lille, on est voisins. Voisins d'un peu loin quand même, hein. 500, j'ai payé 750 et je me suis fait enfler. Ah bah oui, malheureusement, quand tu vas voir des gens qui sont pas compétents, c'est comme ça, hein. Je dis pas que c'est ta faute, c'est... Oula. Juste, voilà, malheureusement, il y a des connards, quoi. Faut savoir chez qui aller, hein. J'ai vu sur TikTok une meuf qui était super contente d'avoir réussi à obtenir un diagnostic super vite. Elle a parlé avec une psychiatre qui a même été autiste, et ça s'est fait en 2 minutes. Elle a obtenu une attestation, on lui a dit bah oui, vous êtes autiste. Et finalement, l'attestation, elle ne peut rien en faire, et la psychiatre, elle est pas top, quoi. Donc finalement, il faut qu'elle recommence tout ailleurs, et ça m'énerve trop de voir les gens se faire arnaquer comme ça. J'ai bossé 12 ans pour le CHU de Lille, et ben... Système de santé tout pourri, m'étonne pas, ouais. Ça m'étonne pas.
On est sur un protostomien. Ce qui signifie plutôt des poulpes, des escargots, des mollusques en tout genre. Hein, tout ce qui est coquille Saint-Jacques, moule, huîtres. Moi, je vais pré-shot huîtres parce que je suis tombé 2 fois dessus ce matin, avant de lancer le live. Donc on sait jamais. On est sur un mollusque. Cagouille, je connais pas, mais escargot, ça va. Je pense connaître quand même un peu. Parce que c'est un escargot. Soyons joueurs. C'est pas un escargot. C'est quoi la cagouille? La cagouille, c'est du patois pour escargot gris. Ah bon? Moi, je ne connaissais pas. Bon, avec le vieux PC qui fume, là, on va mettre 8 ans à l'afficher, mais voilà, c'est ça. Effectivement. Helix aspersa. Le petit gris, une sous-espèce d'escargot de la famille des hélicidés du genre Helix et de l'espèce Helix aspersa, très répandu sur la façade atlantique française, il est devenu l'un des symboles des Charentais qui en sont devenus les premiers producteurs français. Eh ben. C'est ça. Yes. Est-ce que c'est une coquille Saint-Jacques? Non. Je viens de la Charente-Maritime. Alors c'est un terme que j'ai déjà entendu, mais voilà. Moi la géo, il faut pas... En fait, basiquement, tout ce qui n'a pas un lien un petit peu de près ou de loin avec la biodiversité, il faut m'oublier. Moi la géo... Moi je dormais en cours et j'avais des... Alors, chez nous, en secondaire, oui, parce que du coup, on va dire le lycée chez les Français, on avait un... On faisait jamais que réécrire on notait des légendes des atlas tout le temps, on faisait des cartes à la con. Et moi, je dormais tout le temps, on s'en foutait. Hein. Vraiment, on faisait rien en cours, mais d'une force. Le cours de géo ne servait à rien, c'est si triste. Rien du tout. C'est côte atlantique. D'accord. Je suis nul en géo aussi. Ah ouais, non, mais moi, je connais le nom de ma commune et c'est bien, quoi. Moi, à chaque fois qu'on me dit, non, mais vous voyez, c'est près de chez vous, c'est ce truc-là, je fais aucune idée. Moi, je sors pas de chez moi, je suis agoraphobe, en fait. Je ne sais pas. Je connais même pas mon propre quartier, en fait. Ah, mais une sèche. Mais oui, puisque c'est pas escargot ni coquille Saint-Jacques, on est plutôt sur du poulpi, je pense. Pareil, MDR, bah oui. Avec les troubles qu'on a, c'est pas étonnant, hein. Céphalopode, on est sur du poulpi. Est-ce qu'on est sur un poulpe à anneau bleu? C'est pas ça. Bon, on est quand même sur du poulpi, hein, donc pieuvre, calmar, etc. Nautile, ah, c'est possible aussi, oui. C'est vrai. Est-ce que c'est un nautile? GG. C'était le Nautilus beloensis. Je sais jamais comment prononcer son nom, celui-là. Beloensis, qui est une espèce de nautile endémique de la région entourant les Palaos. J'ai vu l'image. Ah bah oui, mais bon. T'aurais pu être autre chose. Oh, bonjour Nyx. Je t'ai même pas vu. C'est terrible. Bonjour Nyx. Comment ça va? Ici, on refait du métazoa un petit peu, puis on partira sur un piou-piou. Un piou-piou un peu chelou. Un boréothérien. Ça va et toi? Je suis fatigué, la vie c'est dur, mais ça va. Un boréothérien, donc. Donc on est sur essentiellement les mammifères de l'Amérique, du coup. Élan, c'est bien possible, ouais. C'est très très précis, ouais, mais c'est possible. Non. Donc on est a priori pas sur de l'artiodactyle. Donc exit les baleines, les hippopotames, les cochons, les dromadaires, les girafes, les vaches, les cerfs, les antilopes, tout ça. Babouin. Babouin, c'est possible. Ouais. Les catariens. Ouf, on est sur du primate de chez primate. Je dirais bien gorille, moi, du coup, mais c'est possible que ce soit autre chose. Le glouton. Ah non, le glouton, c'est pas du tout un primate. Bah tu le savais, tu l'avais déjà... Je crois qu'on l'avait vu ensemble sur, je sais plus, il y a un live il y a pas longtemps, je crois. Non, le glouton, c'est un carnivore. Carnivora, et c'est d'une autre branche totalement. Chimpanzé. Alors on est chez les hominoïdes, plus communément désignés sous l'appellation des grands singes. Le chimpanzé, c'est possible, du coup. Orang-outan, gorille, chimpanzé, bonobo, mais bonobo, c'est un genre de chimpanzé, je crois. Maison. Ou encore des singes sans queue. Forment l'une des 2 super familles de singes de l'ancien monde ou cathariniens. Les États-Uniens. Chimpanzé, t'as dit, oui, alors. Là.
On est toujours sur un hominoïde. Oui, bah orang-outan alors. C'est un orang-outan, non? Non, c'est pas un orang-outan. Ça, ce qui est montré là, ça ressemble à un singe araignée. Ils ont une queue, les singes araignées. Gorille, on l'a pas déjà dit? Si, on l'a déjà dit, il est là, le gorille. Donc c'est ça, les gorilles et les chimpanzés, c'est des hominidés, étonnamment proches des humains. Enfin, pas étonnamment d'ailleurs. Les hominidés regroupent les humains, les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés et devinez qui pas nous. Et au-dessus, on est au-dessus, les hominoïdes. Donc ça peut, c'est ça, c'est les singes de l'ancien monde ou les cathariniens. Ça peut du coup être un singe araignée ou un singe hurleur. On va essayer singe hurleur. Capucin, il y a une queue. On va essayer capucin. Est-ce qu'ils ont le capucin? Oula, le capucin. L'attelle, je connais pas l'attelle. C'est quoi l'attelle? Ils l'ont? Ils ont pas l'attelle. Qu'est-ce à dire que ceci? Je sais pas. Les attelles ou singes araignées. Ah bah voilà, c'est ça. C'est un singe embrassé, ça, c'est le singe araignée. Et non, du coup. Parce qu'on l'a demandé, et le singe araignée... Bon, il faut 8 ans qu'il charge, là, mais ça arrive. Le singe araignée... Non, mais tu peux retenir Attel, hein, ça marche bien, parce que du coup, moi, je connaissais pas Attel. Le singe araignée... Ah non, ils l'ont pas, c'est vrai, j'ai mis singe hurleur à la place. C'est ça, singe hurleur. Rien à voir avec le singe araignée, du coup. Non, ça c'est un platyrrhinien, donc c'est effectivement ceux qui ont une queue préhensile, singe du Nouveau Monde, tout ça, tout ça. Les hominoïdés. Encore des singes sans queue, des grands singes. Donc des grands singes sans queue. Oui, comment il s'appelle lui? Vous savez, le seul primate venimeux là, l'humain. Alors non, il serait dans les homininés lui. Mais tu peux essayer Attel puisque tu as déjà essayé. Non, mais il n'y a pas Attel. Regarde, il n'y a pas. Il n'y a pas. Le seul primate venimeux, c'est le machin lent, le loris lent. Est-ce qu'il est là, lui? Le loris est pas là. On va te canner. Bah, je sais pas. Hein. Un grand primate sans queue. Mais c'est pas un homme. On va prendre un indice, hein, parce que je vais galérer sinon. Les ilobatidés. Ah, le gibbon. C'est une image de gibbon. S'il n'y a pas de gibbon, je vais canner. Ah si, gibbon, ça prend 2 B en fait. Parce que je sais pas écrire. Le gibbon, un favori blanc du Nord. Est aussi appelé le gibbon à joues pâles, ou le gibbon à joues blanches, qui est une espèce de singe hominoïde de la famille des ilobatidés. C'est lui. GG, merci. C'est un travail de groupe. En vrai, je commence toujours une partie avec le tigre. Je trouve que ça défriche bien le bordel, quand même. C'est un félidé. Ah bah voilà pourquoi je commence par le tigre, vous voyez. Donc, on est sur du chaton, du gros, du petit. Alors, les chats dents de sabre, ils sont éteints. Ils sont pas dans la liste parce que les animaux éteints ne sont pas dedans, je crois. Mais on est sur du chat, tout type de chat. Le chat bien chat, hein, pas les chats type qui ressemblent à des chats mais qui sont pas des chats comme les mangoustes. Non, on est sur du chaton, bien chaton. Ça peut être grand, ça peut être petit, ça peut être ce qu'on veut. Tigre, on vient de le mettre, on a commencé avec celui-là. Panthère. Panthère, c'est un groupe... Ah, oui, il y a le léopard, du coup. Est-ce que c'est un léopard? Non. Chat, oui, possible. Enfin, on va regarder, d'ailleurs. Non, sinon, ce serait un féliné, je crois. C'est ça, les félinés. Remarque, si c'est pas tigre ni léopard, ça peut être féliné, puisque ça descendrait des félidés. Ce serait parfaitement possible. On va essayer chat, ouais. Oui. Puisque ce ne sont pas les panthères, donc les grands chats, ce sont peut-être les... Enfin, les grands chats, on se comprend, mais ça veut pas forcément dire... On est bien chez les félinés. Alors là, ça peut être le lynx, le serval, le puma, et tellement d'autres trucs. Est-ce qu'ils ont le manul? J'avais essayé je sais plus quoi là, mais est-ce qu'ils ont le manul? C'est son autre nom, mais non. Le cougar. Le puma. C'est l'autre nom. Et c'est le puma. Le puma concolore. Également appelé lion de montagne. Cougar.
ou cougar avec un U, ou couguar, est un mammifère carnivore qui appartient à la famille des félidés. GG. On gagne en vitesse de résolution. En vrai, un peu, ouais. J'espère que le PC va pas fumer. Mais j'ai un système de ventilo pour faire en sorte qu'il ne brûle pas. Le poisson rouge. Allez, c'est parti. Non, pas le, du coup. C'est pas le nom du... Bref. Poisson rouge. Alors, on est chez les eutéléostomiens. Donc, on est sur un truc qui a un squelette, mais pas du tout là-dessus. Bon, on va repartir sur un tigre. Hein. Est-ce qu'on est sur un tigre? On est sur un boréeuthérien. Donc, on est plutôt sur les mammifères d'Amérique. Macaques, chauves-souris, tigres, cerfs, vaches. Des souris, etc. Élan, c'est possible. C'est pas un élan. Je ne lâcherai pas. Mais en vrai, c'est con, je suis tombé sur l'élan 2 fois ce matin. C'est con. J'avais pas lancé de live encore. Le cerf, bah attends. Non, ce n'est pas un cerf, sinon il dirait que c'est un cervidé parce qu'on a déjà donné l'élan. Et devine de quoi est tiré l'élan. Voilà. Donc si ça avait été proche de l'élan, il nous donnerait un groupe plus proche. Il ne nous dirait pas que c'est un lorasiathérien, il nous dirait que c'est un cervidé du coup. Le gorille, oui, c'est possible. Cervidé, c'est ça, ce serait un cervidé et il descendrait de l'orasiathérien, donc on aurait un groupe plus proche. Non, on est sur autre chose, mais est-ce que ce serait un gorille? Est-ce qu'on est encore sur un primate? Who knows? On est chez les orcotoniligres, autant dire les écureuils, les capybaras, les rats, les souris et tellement d'autres trucs. Non, le gorille, c'est pas Eurasie. Oui, c'est vrai que là, c'est de la géo. Du coup, je sais pas. Donc, on est sur du cureuil. Hein. Chipmunk. Est-ce que ça s'appelle comme ça dans le truc? Le tamia. Alors, c'est possible, du coup. On est chez les rodentia, castor, capybara, hamster, chinchilla, gerbille. Des trucs qui volent. Alors, il y a des écureuils volants, mais là, on n'est pas là-dessus. On est passé juste à côté, du coup, hein, avec les orcotoniligres, on est passé juste à côté, mais c'est pas ça. L'écureuil gris, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Les lemmings. Ils ont pas lemmings. Bon, on va tester capybara. Hein. J'en ai eu un ce matin d'ailleurs, donc pas dans ma chambre. Hein. Les istricomorphes. Alors, ceux-là, ils sont compliqués. Donc, les istricomorphes. Alors, c'est trop chiant quand on tombe là-dessus parce qu'en gros, on sait que c'est un rongeur, mais les rongeurs, c'est très très large et on ne sait pas davantage. Et en gros, même si on avance, à moins de tomber sur un genre qui regroupe le nom d'une espèce, genre les chinchillidés par exemple, à moins de tomber là-dessus, on n'a pas vraiment d'indices. Donc, à partir de maintenant, on n'a plus trop d'indices, quoi. Une souris, c'est possible, je crois. Je suis pas sûr en plus. Non. Du coup, c'est pas un rat non plus, puisqu'ils sont assez proches phylogénétiquement. Donc c'est pour ça. Écoutez, on va essayer le... Ouais, on va essayer le chinchilla. On est plutôt sur un cousin du capybara, d'ailleurs, hein, que sur un cousin de type souris. Un truc qui ressemble à un capybara. Moi, je pense qu'on est sur du castor. Est-ce que c'est un castor? Ce n'est pas un castor. Ah, c'est la galère. On est sur un truc entre le capybara et le chinchilla, le castor étant encore au-dessus, donc rien à voir, je me suis planté. Entre le capybara et le chinchilla, la gerbille. Non. Vas-y, on va griller un indice, hein, je pense, parce que... là, ça va être long, là, sinon. Les bactérigidés. Une famille de l'ordre des rongeurs. Ah, bon, bah là, c'est plus facile. Là, je me demande bien ce que c'est, tu vois. Il y a une photo de ratopnu. Donc voilà, moi je pense qu'on a trouvé. Voilà, c'était le ratopnu. À chaque fois quand c'est lui, je galère jusqu'à ce qu'on ait sa photo, quoi. Ça fait trop chier, faut vraiment que j'apprenne du coup. L'hétérocéphale qui se trouve dans les...
Les hétérigidés. Les batiérgidés. En français, les batiérgidés, oui, c'est ça. Chez les Hystricomorpha. Donc le ratopnu est plus proche du capybara et du chinchilla que de la souris. Regardez où il est. La souris, c'est les muridés qui descendent des Rodentia. Mais en fait, le ratopnu descend lointainement des Hystricomorpha qui sont cousins des muridés dont descendent la souris. Donc on est vraiment pas du tout sur le même bordel, quoi. C'est assez rigolo. Bref. On en fait une dernière et puis on part sur le piou-piou. On va recommencer avec le tigre, hein. Franchement, on change pas une équipe qui gagne. Oh, bah tiens. Quelqu'un qui m'a follow sur d'autres picts. Alors, pas du tout. On est sur un bilatéralien. Exit les mammifères, exit les oiseaux, exit les poissons et tout ce qui s'en rapproche. On est sur de l'arthropode, sur de l'insecte, sur du mollusque, sur de la méduse. Et là-dessus, quoi. Il faut juste que ce soit un organisme bilatéralien, donc il y a un côté gauche et un côté droit, une symétrie. C'est tout. Ça peut être à peu près n'importe quoi, qui ne soit pas tous les animaux dont on dirait qu'ils sont plus complexes. C'est pas vraiment ça, mais vous comprenez, quoi. Moi, je vais dire fourmi. Toujours une bonne base. C'est pas la fourmi, mais on est chez les holométaboles, donc ceux qui font une métamorphose. On est sur du scarabée, sur des papillons, sur du moustique, sur peut-être de la guêpe, de l'abeille, je ne sais plus. On est sur pas mal de trucs comme ça. Les endoptérygotes sont un super-ordre d'insectes de la sous-classe des ptérygotes qui se caractérisent par leur développement appelé holométabolisme ou métamorphose complète. Le papillon, oui. C'est pas ça. Le scarabée. Non. Alors... Putain, il n'y a rien qui se retouche, quoi. Le fourmilion. Je crois pas qu'ils l'ont, hein. Ah si, ils ont le myrmidon, le fourmilier nain. Ah, c'est pas la même chose. C'est quoi déjà la différence entre un fourmilion? Alors la termite, c'est possible... je suis pas sûr. On va aller voir. Entre le fourmilion et la termite. Les termites, ça construit des colonies dans la terre en dehors du sol. Et le fourmilion, ça se met dans le sol pour faire une métamorphose, je crois. C'est ce truc-là qui se met en cône avant de développer des ailes. Il crée... C'est pas le Rancor dans Star Wars, je sais plus. Donc une espèce de gros... Enfin... En fait, c'est un tout petit insecte, mais il se met dans un trou dans le sable, il creuse un trou en cône. Comme ça, les insectes qui tombent dedans ne voient pas le trou. Et quand ils tombent dedans, bah, ils sont sur une pente raide, donc ils sont envoyés vers le trou. Et là où il y a le trou, bah, c'est le fourmilion qui a sa tête, enfin sa bouche ouverte. Il peut d'ailleurs balancer de l'acide à la gueule des proies qui tombent dans son trou. Comme ça, s'ils essaient de se débattre et de ne pas tomber dans le trou, bah, elles tombent quand même. Charmant. Et donc, quand ce truc est rassasié, il fait une métamorphose et il développe des ailes. Et il s'envole. Imaginez un rancor qui vole, c'est particulier quand même. Tac. Donc on n'est pas sur ce truc-là. T'avais dit la termite. On peut essayer la termite. Non. Est-ce qu'on est sur du moustique alors ? Punaise, gendarme. Ah, on est chez les diptères. Alors, on est sur de la mouche, sur de la guêpe, sur peut-être de la libellule. Voilà, en bas à droite, vous pourrez admirer ces magnifiques mouches qui baisent. Mouche abeille. Mouche, on ne l'a pas encore fait, on va commencer par mouche. Éphémère. Les éphémères, c'est les papillons et on vient d'en essayer un. Ah bah c'est la mouche domestique. Voilà, la mouche domestique est la plus commune des espèces de mouches. Elle porte le nom domestique bien qu'elle porte le nom de domestique, bien qu'elle ne soit pas domestiquée par l'homme. C'est un insecte qui entre volontiers dans les maisons. Et en fait, les papillons... On a essayé l'Atlas, donc j'imagine que les éphémères seraient plus proches de ça. Donc on est plus sur un cousin des diptères que sur un diptère, du coup. Alors on serait chez les saturnidés et pas chez les diptères.
Tu me dis Luther, je pense mouche tout de suite. Non mais évidemment, quoi, j'ai envie de dire, ça paraît logique, quoi. C'est une squatteuse domestique, surtout. C'est pas qu'une squatteuse de domestique, hein. C'est une squatteuse de tout. De tout. Mais oui, effectivement, plus qu'être domestique, elle squatte les domestiques. La dernière, tigre. J'ai remis mes rubans collants. Comment ça, quoi? Ah, pour les mouches. Ah ouais, non, c'est dégueu, ça. Au secours. Ah ouais, non, moi je mets pas. Moi je mets des moustiquaires à ma fenêtre et ça me va très bien. J'ai squatté 6 mois des cours de bio-ingénieur à Camblou. À Gamblou. T'es une mouche, Nix? Piège anti-mouche de vieux. Ouais, non, ça, après ça pend partout, c'est dégueulasse. Mon arrière-grand-mère, elle mettait des espèces de trucs pour attirer les papillons, là. Du coup, ça grouillait de partout sur les plaques qui étaient collées au mur. C'était une catastrophe, ce truc. Quelle horreur. Et après, pour le décoller, bonjour, parce que du coup, c'est toute la surface est bourrée d'insectes crevés. Ah non, ça, je peux pas. Yo. La bonne époque. Non, en vrai, ça craint. En vrai, ça craint. C'est pas une mort fun pour les mouches. Et puis ça... Non, non. Non, vas-y, ça craint. Ma copine et mon meilleur ami y étaient inscrits et j'avais lâché la fac. Donc, ce n'est pas un tigre, on est sur un boréothérien. Est-ce qu'on est sur un macaque? On est chez un catharinien, donc encore des primates. Catharinien, donc grand primate sans queue a priori. Pas forcément, hein, mais voilà, on est plutôt sur les singes de l'ancien monde. Le glouton, c'est pas un primate. Mais t'inquiète, t'avais pas encore vu, je pense, Nix. Les cathariniens, du grec kata vers le bas et rhinos nés, sont un clade de primates simiformes, regroupant les espèces traditionnellement désignées comme étant les singes de l'ancien monde. Chimpanzés. Oui, je sais pas si c'est un truc de l'ancien ou du nouveau monde, ça. J'arrive jamais à faire la différence. J'ai pas de moyen mnémotechnique, en fait. On est chez un hominidé. Donc, chimpanzé, homo sapiens, ça c'est nous. Gorille, orang-outan, on est quand même pas trop sur de la diversité. Enfin si, mais bon. Nouveau monde, c'est l'Europe. Oui, ça m'aide pas, ça, mais d'accord. Et c'est l'orang-outan. Non, si, ça m'aide un petit peu quand même, ça va. Ah, Nix m'avait réappris les bases la fois dernière avec l'Amérique qui est un pays et la Belgique qui est un continent. Ça c'est bien acquis maintenant, c'est ancré. Mais bon. Maintenant, il reste juste à savoir où se situe la Russie. Je crois que c'est une petite île pas loin de l'Amérique, hein, un truc comme ça. L'ancien monde, c'est l'Europe. Ok. Le reste, c'est... Ah, c'est l'inverse, c'est ça. L'ancien monde, c'est l'Europe. Et le nouveau monde, c'est le reste. Oui, ça paraît logique. Du coup, c'est de là que les colons sont partis. Pour aller trouver les nouveaux trucs. Et les nouveaux trucs, c'est le nouveau monde. Ok. Ensuite, l'Asie, puis l'Afrique, puis les US. C'est ça. Et donc, c'était l'orang-outan. GG. Oh là là, la géo, c'est... Ouais, non, c'est pas pour moi. La géo, c'est pas pour moi. Alors. Mes petites listes. Je cherche la liste où j'ai mis parce que je fais des listes, du coup, de bébêtes pour me réapprovisionner en sujet, en live, quand je vais découvrir les petits trucs. Et là, j'ai trouvé le Pachyptila turture. Le prion colombe. Ah, c'est mieux. Je sais toujours pas ce que c'est, mais j'imagine mieux. Et on va voir qu'il est particulier. C'est encore un piaf marin. Mais je l'aime bien. Le Pachyptila turture. Eh ben... L'orang-outan égale l'homme de la forêt. C'est donc là qu'on a mis tous les roues. C'est pour ça qu'on n'en voit plus aujourd'hui. Elle était pas bien. Je vous conseille, il y a un vieux et magnifique film, Gorille dans la brume, c'est un chef-d'œuvre. Mais je ne connais pas. Vu l'heure, il est temps d'aller manger. À toutes. Salut Nix, bon app.
Le Prion Colombe, est-ce qu'ils... Ah bon, ils l'ont là-dessus, mais ça va être un peu chiant à lire. Ils l'ont là-dessus, mais ça, c'est pas... Ah, voilà, le Prion Colombe chez Animalia. Animalia, c'est, en général, une valeur sûre. C'est plus vieux que moi. Waouh. Ouais, alors non. Est-ce que je peux le trouver? Bah, c'est déjà pas mal en vrai, hein, avec ça on est bien. Sigourney Weaver, tu peux pas connaître. Comment ça je peux pas connaître? Tu sais, j'ai été élevé avec beaucoup de trucs qui datent d'avant ma naissance. Hein. En vrai, je pourrais. Hop. Je dois être l'un des jeunes, le moins jeune que je connaisse. Voilà. Le monde entier date d'avant ta naissance. En vrai, bah de moins en moins. Hein. De moins en moins. Et bah, en vrai, il y a quand même énormément de choses très connues dans la mode actuelle qui datent de un peu fort après moi, quand je suis né en 2002. Donc les gros trucs courants de maintenant qu'on voit au cinéma, etc., même s'il y a des trucs qui sont réutilisés de avant ma naissance, c'est beaucoup plus de l'actualité, quoi. Mais j'ai beaucoup été élevé avec du contenu des années 80, 90. Donc évidemment, je ne suis pas centenaire, ça va, mais bon, j'ai quand même une culture qui date d'un peu avant ma naissance, quoi. Et donc, le Prion Colombe. Vous connaissez les pyramides? Ah non, j'étais pas né. Donc, on est sur un animal, un chordata, un chordé, il a une colonne vertébrale, un oiseau, oui, bah ça y ressemble bien, hein. Un procellariiforme, je ne sais pas ce que c'est, allez, hop là, un pachyptila. Non mais ça va, je sais, zou. Là. Bref, on est sur un piaf de flotte, le prion colombe, Pachyptila turtur, aussi appelé petit prion, prion cendré, est une espèce de oiseau de la famille des Procellariidae. Voilà, ça ressemble à ça. On dirait qu'il marche sur l'eau. Remets l'arbre STP en stream, comment ça? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On voit juste toi. Je suis fatigué. Bon, ça arrive, j'ai oublié de changer la cam. Hop là. Allez. Là, c'est ici, voilà. Je suis fatigué. C'est ça, hop. Donc voilà, ça c'est le prion colombe, du coup. Voilà. Donc c'est un animal social et grégaire, donc il vit en groupe. Et là, on dirait, regardez cette photo-là, du coup. C'est pas une maladie du cerveau. Un prion, je crois que c'est un organisme, un prion. Voilà. Et là, vous voyez, on dirait que le piaf, il marche sur l'eau, mais en s'élant de ses ailes pour rester au-dessus. La vache folle, c'est un prion. C'est quoi un prion? Prion, c'est une protéine, un type de protéine naturellement présent dans l'organisme dans sa forme cellulaire, susceptible de donner une forme de pathogène par une mauvaise conformation au repliement. Si le gène est maltraité par ton organisme, enfin la protéine est maltraitée par ton organisme, ça peut créer des problèmes, mais à la base, le prion, c'est une protéine. Cette forme pathogène est capable de transmettre cette forme mal repliée à différentes variantes de la même protéine. Non, des variantes normales, bref, c'est pareil. Voilà, donc le prion, en fait, c'est une protéine qui, si elle est mal traduite, va créer des petits soucis. Alors, on le trouve où, ce piaf? En Antarctique, en Amérique du Sud et en Afrique. Vers le bas de la planète, quoi. Parce que là, vous voyez, là, c'est vers le bas, là. Les taches bleues, c'est là où il est. Cet oiseau vit à travers les îles subantarctiques, Malouine, Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, les îles du Prince-Édouard, au Crozet, au Kerguelen et dans plein d'autres endroits très chiants à lire, y compris les côtes de la mer de Tasman et de la Nouvelle-Zélande. Habitudes et modes de vie.
Il est en préoccupation mineure et on n'a pas son comportement, c'est terrible. Ça veut dire que c'est un piège sur lequel on n'a pas beaucoup d'infos. Ça, du coup, c'est le bruit que fait le piou-piou. Alors, est-ce qu'on a un peu plus d'infos ici? Oui, sur le comportement. Habitat. Ah, voilà. Ça, j'aime bien. Ça, là. Ça c'est bien, là. Voilà. Ça, c'est un galoupio. Ah non, c'est Gérard. Description de la famille. Les Procélaridés, donc les pétrels et les puffins, je sais pas, sont des oiseaux marins de petite taille à très grande. Effectivement, quand tu regardes l'image à droite et l'image à gauche, c'est pas la même chose, hein. Tous possèdent des narines tubulaires à la base du bec. Alors ça sert à quoi? Les oiseaux marins, généralement, ils ont tendance à... la mer, c'est salé. Voilà. Les poissons, généralement, ont leur méthode à eux pour éviter de se déshydrater. C'est-à-dire qu'ils s'enfilent des gallons de flotte, pissent le moins possible, gardent un maximum d'eau à l'intérieur de leur corps et, au passage, ils filtrent le sel énormément. Les oiseaux, ils peuvent pas fonctionner comme ça, donc ils font autrement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les narines tubulaires, du coup, qui leur permettent de cracher, de morver le sel par les narines. Voilà. C'est comme ça qu'ils font. Ils vont filtrer, du coup, le sel en le morvant par les narines. C'est un peu particulier, mais bon, ça marche. Hein. Et comme ça leur permet de rester bouffer ce qu'il y a dans la flotte et de faire des petits plongeons. C'est l'homéostasie, ça, non? Je sais pas, je connais pas le terme. L'homéostasie. Opérant comme un système de régulation, l'homéostasie requiert un capteur naturel ou artificiel qui mesure le facteur réel, un acteur capable d'agir. Bon, du coup, c'est du Futura Science, vu qu'on a vu que c'était de la merde, je vais arrêter d'aller là-bas maintenant. Ça, c'est autre chose. Le Robert, bon ça c'est bien, c'est indico. L'homéostasie, la stabilisation, le réglage chez les organismes vivants de certaines caractéristiques physiologiques. Donc oui, c'est ça, c'est la... Enfin, alors du coup, c'est pas que la capacité à réguler le sel, mais ça peut aussi être ça. Enfin, c'est la capacité à réguler l'organisme, donc ça peut aussi être le taux de sel. En cas de sensation de chaleur ou de froid, un capteur va ressentir machin. Ça c'est Doctissimo, c'est de la merde. Bon, on va aller voir sur Wikipédia, hein. En biologie et en systémique, l'homéostasie est un phénomène par lequel un facteur clé, comme par exemple la température, donc là ce serait de la thermorégulation, est maintenu autour d'une valeur d'équilibre bénéfique à la perpétuation du système considéré. En gros, des mots compliqués pour dire que ça sert à réguler votre température interne par exemple, pour éviter que vous ayez trop chaud ou pas assez chaud. Bénéfique à la perpétuation du système considéré, ça veut dire que c'est bien, après vous mourrez pas. Ça vous permet de pas mourir. J'exagère un peu le trait, mais c'est ça, quoi. Grâce à un processus de régulation. Ici, température, régulation corporelle de la température. Par extension, le terme peut référer au maintien d'un ensemble de tels facteurs, notamment chez un organisme vivant. Des exemples typiques d'homéostasie sont la température d'un piège grâce à un thermostat, la température d'un corps d'un animal homéotherme, le taux de sucre sanguin, le degré d'acidité du milieu, la pression interne du milieu, ou... Parce que c'est pas directement... Enfin, c'est pas l'un des exemples qu'on cite en premier. Le taux de sel. Voilà. L'homéostasie opère comme un système de régulation. Il requiert un capteur, naturel ou artificiel, qui mesure le facteur réel, un actionneur capable d'agir sur sa valeur, et entre les deux, un processus d'ajustement permettant de faire varier l'activité de l'actionneur. Bref, ça sert à réguler votre corps, quoi. À éviter qu'il y ait trop ou trop peu de quelque chose dans votre corps dont vous avez besoin, mais en excès ou en pas assez, bah, dans les deux cas, c'est chiant. C'est comme le sucre, comme c'est écrit d'ailleurs, hein, le sucre, il faut en avoir, il faut pas en avoir trop, sinon c'est compliqué, et il faut pas en avoir trop peu non plus, sinon c'est compliqué. Et bah ça vaut pour tout. Quand les capteurs captent un truc différent de la conscience, ça part en sucette. Oui. Oui, si votre capteur... En fait, si votre conscience n'indique pas ce que vous avez réellement dans le corps et que vous avez l'impression que ça va, alors que en fait votre corps il est en train de saturer, t'as problème. Mais ça marche très bien chez les oiseaux. Et les oiseaux, du coup, comment ils font? Bah, ils se basent sur ce système d'homéostasie, de régulation, pour réguler
le sel. Et donc ils morvent le sel par les narines. C'est dégueulasse, mais c'est littéralement détox. Avec leurs ailes le plus souvent longues et étroites, ils sont profilés pour des déplacements de longue distance en haute mer, profitant des vents. Profitant des vents et des mouvements d'air créés par les vagues pour minimiser les efforts parce que les vagues créent du vent. C'est tellement évident que j'y avais pas pensé, mais oui. Parce que les vagues, bah, ça fait quand même fameusement déplacer l'air, et donc ça crée des courants d'air. Et oui. Bien vu. Et donc cet oiseau se sert partiellement de ces courants d'air créés par le déplacement de l'air créé par les vagues pour s'en servir pour voler, quoi. Ça lui évite de trop avoir à flapper. Du coup, il se repose un peu sur les courants d'air créés par les vagues. Trop stylé. Tous possèdent des narines tubulaires à la base du bec, avec leurs ailes le plus souvent longues et étroites, machin, tout ça. Et donc ça leur permet de minimiser les efforts et donc les dépenses énergétiques. Leur vol est puissant, aisé, souvent spectaculaire. Les pattes palmées leur permettent de nager en surface et de plonger. Ils se nourrissent de vertébrés et d'invertébrés marins et ils viennent pas à terre, à part pour la nuit, pour nidifier. Décollage face au vent. Ah ouais. Ça paraît un peu paradoxal par contre. Mais oui, ça permet de... en fait, c'est comme quand tu fais un saut, quand une vague d'eau t'arrive dessus, en fait, ça te fait t'élever. C'est logique. Pourquoi j'arrête pas de reprendre cette page? C'est pas la bonne. Là. Bon, ça, c'était pour le genre particulier. Mais l'espèce, maintenant. Dans les Procélaridés du genre Pachyptila, on distingue certaines espèces des autres par une morphologie et une écologie particulières. Les autres de ce genre ont un bec caractéristique et un plumage gris-bleu à blanc en dessous. Donc gris-bleu au-dessus, blanc en dessous. Leur vol, qui alterne entre battements assez saccadés et séquences planées, donc ils font flap-flap mais ils planent aussi sur le vent créé par les vagues, est sinueux, car il serre au plus près les vagues. Et oui, parce que c'est comme les vagues. En fait, il faut imaginer les vagues comme un. Vous avez joué à Zelda Breath of the Wild? Enfin, à Tears of the Kingdom? Voilà, il faut imaginer les vagues comme un ventilateur qui serait orienté vers le haut. Ça crée des courants d'air vers le haut. Alors évidemment plutôt à l'horizontale, mais ça crée des vents, quoi. Et ça, du coup, pour rester le plus facilement en vol, et quand même continuer de se déplacer, c'est pratique de pouvoir de frôler les vagues, parce que c'est là qu'il y a le plus de courants de vent, si vous voulez. Parce que plus vous allez haut, moins les courants de vent sont présents, parce qu'ils sont créés par les vagues qui sont en dessous. Donc c'est logique du coup qu'il rase la mer, parce que ça lui permet de planer plus efficacement sans avoir à flapper. Mais du coup, faut pas se louper, parce que si vous tombez sur un creux dans les courants d'air et que vous êtes à 30 cm au-dessus de la flotte, bon, voilà quoi. Globalement, vous tombez quoi. Après, je vois pas pourquoi, mais imaginons qu'il y ait un gigantesque trou, un siphon ou quoi, là peut-être que ça va créer des vents différemment, que vous tomberez soit dans un trou de vent, soit que vous tomberez sur un gros changement dans le sens du courant du vent. Bref. Il n'est pas aussi régulier et harmonieux que celui des autres pétrels, donc c'est une pétrelle qui ne vole pas aussi gracieusement que les autres. On reconnaît actuellement 6 espèces de prions, mais c'est un clade très complexe et d'autres pourraient être décrites. La taille et la forme du bec font partie des critères principaux qui permettent d'identifier les différentes espèces de prions. C'est le plus petit des prions. Le prion colombe, du coup. Bon, ça, on s'en fout. Ça aussi, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Moi, je m'en fous. En tout cas, c'est du détail. C'est bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Genre, est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir que il mesure entre 56 et 60 cm d'envergure pour un poids long de 88 à 175 grammes? Moi, je m'en fous, voilà. Après, voilà, vous serez heureux de le savoir, mais moi, je m'en fous. Il est très proche des autres espèces de prions, notamment du prion à bec épais. La distinction entre ces espèces est très difficile en mer et parfois carrément impossible, parce qu'ils se ressemblent beaucoup, si ce n'est que le prion à bec épais a un bec épais. Voilà. Mais du coup, si vous en avez pas deux l'un à côté de l'autre, c'est compliqué de les reconnaître. Le prion à bec épais est quasi identique, notamment par le plumage. Il est généralement plus petit, le cou est plus petit,
et la tête apparaît plus ronde. De plus, le plumage du prion à bec épais est généralement plus pâle que celui du prion colombe, et le motif noir en forme de M davantage marqué. Faut que je dise un truc, attendez. Voilà, voilà. Le prion colombe est donc le plus petit des prions. Ça bouge pas. Le prion bleu est quant à lui le plus grand. Sa queue grise terminée de blanc est le principal caractère diagnostique, puis sa tête foncée et son bec entièrement noir aident aussi à savoir ce que c'est. Son vol est aussi un peu moins sinueux. La distinction des espèces de prions n'est pas chose facile. Les caractères varient d'un individu à l'autre et d'une population à une autre. Au sein d'une même espèce, genre, il y a des ethnies, quoi. Il faut ainsi savoir, et pas pourtant des sous... Sinon il serait question de sous-espèces. Là, il est bien question de population, donc des ethnies. Un peu comme chez nous, les humains. Hein. On n'est pas sur une différenciation telle qu'on serait sur une sous-espèce. Ce que les racistes appellent les races, mais qu'il faut pas appeler race parce que c'est de la merde. Il faut ainsi souvent avoir plusieurs critères pour confirmer l'identité d'une espèce. Même pour un observateur aguerri et dans de bonnes conditions d'observation, il est parfois difficile d'identifier avec exactitude une espèce de prion. Voilà, voilà. Les prions colombes sont probablement silencieux en mer. Ils font pas trop de bruit et ils ferment leur gueule. En même temps, comme ils flappent pas trop parce qu'ils volent sur, ils planent sur les courants d'air, et que bah, s'ils font ça, c'est aussi pour pouvoir chasser, bah, il y a de bonnes raisons de pas faire de bruit, quoi. Donc ils sont silencieux. Dans les colonies, ils chantent depuis les terriers en émettant des gémissements graves et rugueux, typiques du genre... ça là. Voilà. Qu'ils répètent. Donc ils font des cris graves et rugueux. Voilà. Ils font comme Garou en fait. Ce chant est saccadé et il ressemble à un ronflement guttural. C'est ce que je dis, c'est comme Garou. Les intonations des dernières ou comme Renaud. Voilà, peut-être plutôt comme Renaud. Les intonations des dernières syllabes sont plus fortes que pour les premières. Les mâles et les femelles ont des voix similaires, mais une oreille entraînée peut les différencier. Entraînez-vous les oreilles. Ils ont également un cri de détresse. Oui. Un cri de détresse, du coup, très aigu. Donc si c'est rauque, c'est pour la baise. Si c'est aigu, c'est un cri de détresse. Voilà. Un peu l'inverse des chats, finalement. Les poussins quémandent avec un court sifflement ressemblant à un couinement saccadé. Le cri de détresse décrit ci-dessus est également émis par les poussins. Lorsqu'ils grandissent, les cris deviennent plus graves et se rapprochent du chant des adultes. Ils muent, quoi. Littéralement, ils muent. Ils deviennent ados, quoi. En mer, c'est un oiseau pélagique, donc du milieu océanique. C'est un oiseau marin, quoi. Mais donc, il va pas à 45 pieds sous la surface, en gros. Il reste sur le dessus de l'océan. Il est observé sur les plateaux continentaux et les tombants, mais aussi en pleine mer. Il fréquente les eaux subantarctiques et subtropicales. Le prion colombe se reproduit dans les terriers et dans les milieux végétalisés, mais jamais avec une végétation dense, ou dans des zones rocailleuses. Donc il reste vraiment là où il y a de la plante, quoi. De la plante, sinon c'est l'océan. Le milieu est souvent en pente, mais pas toujours. Les éboulis rocheux, les hauts de falaises, les pentes herbacées, il affectionne les caps et les îles. En période de baise, il se nourrit principalement au-dessus des plateaux continentaux et des tombants. Alors, c'est parti pour le comportement, la partie qui m'intéresse du coup. Le prion de la désolation, waouh, est une espèce grégaire, en mer comme sur terre. Grégaire, c'est qui vit en groupe, comme on peut le voir sur cette image. Ils sont nombreux, voilà. Donc le prion de la désolation, donc pas le prion qui nous intéresse du coup, pas le prion colombe, est un animal grégaire en mer comme sur terre. En mer, on l'observe souvent dans d'importants groupes qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'individus, nombreux donc, parfois avec d'autres espèces du genre Pachyptila, donc d'autres pétrels. Il suit rarement les bateaux. Il revient à la colonie ou en repart lorsqu'il fait nuit, 1 à 3 heures après le coucher du soleil et avant le lever du jour. Donc c'est plutôt un animal nocturne du coup. Ça, il revient à la colonie ou en repart lorsqu'il fait nuit.
Ah non, c'est plutôt que les allers et retours se font lors de la nuit en fait. Mais c'est plutôt, plutôt le jour du coup qui font leur truc. Parce que toutes les photos c'est le jour, donc oui. Non, en fait, ils rentrent ou partent de chez eux la nuit. Mais voilà quoi. On va dire il y a ceux qui... Oui, c'est ça en fait. Ah ouais, du coup en fait, au sein de la même population, il y en a qui sont diurnes et d'autres qui sont nocturnes en fait. Je sais pas. 1 à 3 heures après le coucher du soleil et avant le lever du jour, notamment pour échapper à son principal prédateur, le labe brun. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Stercoriarus antarcticus. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors c'est un oiseau bien vu. Ah oui, ça a l'air d'être un petit piaf aussi quand même. Ça, c'est son prédateur du coup. Et donc il se casse ou dégage, enfin casse, il arrive chez lui ou part de chez lui à la tombée de la nuit parce qu'il veut éviter son prédateur, le labe brun. Et effectivement ici, bon ça c'est le labe antarctique, c'est pas tout à fait celui-là. Mais bon, c'est la même idée. C'est une sous-espèce quoi, donc c'est un cousin. Avant la tombée de la nuit, il se concentre par milliers au large des sites de reproduction. Pour repérer son terrier, il utilise son odorat. En Géorgie du Sud, les colonies sont également actives en journée. Les couples sont territoriaux. Si un intrus entre dans le terrier, l'occupant et le repousse... J'ai pas compris. Si un intrus entre dans un terrier, l'occupant... Non, l'occupant va le repousser avec les ailes, d'accord. Les ailes tendues et le bec prêt à mordre. Se dégage, quoi. Les combats se matérialisent par des coups et accrochages de bec et des coups d'ailes. Bon, ils se mettent sur la gueule, quoi. Dans les colonies, il se retrouve régulièrement en compétition avec le prion bleu, un de ses cousins à lui, du coup, qui creuse des terriers dans des habitats similaires. Ah, il y a une compétition. En Australie et en Nouvelle-Zélande, il niche couramment au sein des colonies les puffins fuligineux et des puffins à bec grêle. Qui souvent ça se retrouve avec ça quoi. C'est une espèce de piaf qui est relativement sédentaire. Ils restent plus ou moins dans leur territoire, ils n'en bougent pas trop. Elles restent dans les eaux des secteurs de nidification et s'en éloignent assez rarement de plus de 2000 km. Oui, ça bouge pas trop quoi. Hein. Moi-même, j'aime pas trop sortir. Quand je vais faire les courses, en général, j'essaie d'éviter de faire plus de 2000 km. C'est un peu chiant, hein. Ça fait long le trajet sinon. En période de reproduction, pour pêcher, elle peut s'éloigner de plus de 300 km des colonies. En hiver, de juin à octobre, après les tempêtes, le prion colombe s'échoue régulièrement sur les côtes et peut être porté par le vent à l'intérieur des terres. Le vol. Le prion colombe a un vol typique des prions, rapide, énergique, épousant la surface de l'eau. Il alterne les planées, d'autant plus longues que le vent est portant, et des séquences de vol battues, moins longues, au battement rapide et saccadées avec des balancements sur l'aile. Donc en gros, soit il flap, mais pas trop, de façon un peu acrobatique pour utiliser les courants marins, soit il se sert tout simplement des courants d'air marins en rasant la flotte, quoi. Et il flap pas du tout. Ici, du coup, on peut le voir, hein, le truc a tendance à littéralement marcher sur l'eau en déployant les ailes quand même pour pouvoir planer sur les courants déplacés par les vagues, pour pouvoir chasser, j'imagine. Hein. Là, on le voit sur cette photo-là. Là, il fait son Jésus, là. Là, il flex, là. L'état de la mer joue beaucoup sur l'aspect du vol. Bah oui, parce que c'est de là qu'il chope les courants d'air, en fait. Par vent fort, il laisse ses ailes étendues et se balance d'un côté à l'autre. Les parties supérieures bleutées et inférieures blanches sont vues de manière alternative. Par vent modéré, le vol est plus calme. Lorsqu'il se nourrit, le prion colombe volette entre les vagues à faible vitesse. Les ailes sont tenues plus droites et légèrement relevées. Il laisse souvent pendre ses pattes. Il a les pattes qui pendouillent. Ça mange quoi? Le prion colombe se nourrit de crustacés, donc du krill, des amphipodes, des petits poissons de moins de 6 cm et des ptéropodes, comme les mollusques gastéropodes, donc tout ce qui est escargots, etc.
En période de reproduction sur l'île Stephens, en Nouvelle-Zélande, les crustacés peuvent représenter plus de 99% de son régime. Ça en bouffe, hein, du krill. Il attrape ses proies en vol, en hydroplaning. Donc ça, c'est le machin où on voit qu'il est, il marche sur l'eau, quoi. Ou posé dans les 10 premiers centimètres d'eau. Posé, il plonge la tête dans l'eau. Il filtre aussi la pellicule à l'aide de surface à l'aide des lamelles de sa mandibule supérieure pour récupérer le zooplancton. Oui, en gros, en fait, il fonctionne comme les baleines. Enfin, non, pas du tout, mais imaginez, c'est pareil. Les baleines, alors pas toutes, mais les baleines à bosse, les baleines à bosse, les baleines bleues, etc., ça a des fanons, ce sont des mysticètes, par opposition aux odontocètes qui ont des dents, comme les orques et les dauphins. C'est pratique pour avaler du krill. La baleine bleue, le rorqual bleu, là, il ouvre grand la bouche, il s'enfile des litres et des litres de flotte, avec dedans le krill, donc les animaux qu'il mange, et après, il filtre, c'est-à-dire qu'il va dégager la flotte et pousser tout ça contre les balais brosses qui lui servent dedans, les fanons, et à la fin, tout ce qui reste, c'est le krill, qui n'est pas passé entre les fanons. Et après, il se l'enfile. Miam. L'oiseau, il fait un peu pareil avec le krill et avec les amphipodes, donc des tout petits crustacés à peine visibles. C'est-à-dire qu'il va juste plonger le bec et laisser son bec filtrer le krill, quoi. En gros. Il plonge la tête sous l'eau, il filtre aussi la pellicule de surface à l'aide des lamelles de sa mandibule. La mandibule, c'est quoi? C'est la mâchoire. Il y a la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure, et là, pour le coup, lui, comme il a un bec, quoi. Donc la mandibule, chez nous, c'est le bloc de la mâchoire inférieure, mais lui, du coup, il a le truc supérieur, c'est le haut du bec, quoi. Et c'est comme ça qu'il récupère le zooplancton. Il est enfin capable de plonger à faible profondeur. Pour repérer ses proies, il utilise notamment son odorat, qui est décidément très développé. Ces prions pêchent souvent en groupe et peuvent compter plusieurs centaines ou milliers d'individus. Les poussins sont nourris au terrier par régurgitation incomplète, donc rappelez-vous, hein, on avait déjà vu ça avec le dernier piaf. Vous prenez un oiseau, vous prenez un poussin, le poussin a faim, il va généralement faire un truc qui va déclencher un réflexe chez l'oiseau qui va lui faire vomir la bouffe qu'il a stockée. Et il va la vomir du coup et la garder dans le bec pendant que le petit va venir la chercher. Alors parfois c'est déposé par terre sur le sol, parfois c'est gardé dans le bec. Dans le cas du dernier piaf, c'était gardé dans le bec. Et c'était dans le cas du goéland argenté, on venait le petit tapoter la tache au niveau du bec inférieur, donc la mandibule inférieure. Le goéland argenté, il a une espèce de tache de rouge à lèvres en fait sur le bec du bas. Et sur la partie basse du bec, et donc le petit va tapoter ça tout seul du bec ou quoi, et ça va trigger du coup le réflexe de vomissage finalement du parent qui va vomir la bouffe. Mais là où j'ai déjà vu pas mal de vidéos d'oiseaux qui crachent simplement par terre comme ça, il y a du coup le goéland argenté, il va garder dans le bec pour que le petit puisse se servir, quoi. Particulier. J'imagine que c'est plus propre. Je ne sais pas. Voilà. Dans le cas de cet oiseau-là, donc le prion colombe, lui, il va faire comme ça, mais c'est pas pour les. C'est un autre type de trigger, quoi. Il y a un autre truc qui fait qu'il va avoir le réflexe vomitif, mais c'est la même chose. Voilà. Les poussins sont nourris par régurgitation incomplète, c'est la même chose. Le petit va faire un truc qui va faire avoir le réflexe aux parents de vomir la bouffe pour nourrir le petit. La reproduction et nidification. Les prions colombes sont philopatriques. Bien sûr. Par opposition à philo Bob l'éponge, hein, j'imagine. Les organismes philopatriques. La philopatrie a la tendance de certains individus à rester ou à instinctivement revenir à l'endroit où ils sont nés. Ah, mais c'est comme les tortues. Ce phénomène, qui a été observé chez de nombreux vertébrés, est important à prendre en compte pour la protection de certaines espèces en danger de disparition, comme certains requins. J'ai bien fait de pas aller voir directement sur la page Wikipédia, parce que je suis phobique. Et j'imagine qu'ils ont dû mettre des photos. Donc voilà, la philopatrie, c'est quand... patrie, du coup. Philo, tout ce qui est plutôt phylogénétique. Bref, c'est quand vous retournez dans votre lieu de naissance. Et c'est ce que fait le prion colombe.
C'est-à-dire qu'ils voilà, c'est écrit, c'est-à-dire qu'ils reviennent fidèlement chaque année à leur site de nidification dans le même terrier ou dans un terrier proche. Ils sont monogames, rappelez-vous de la monogamie, c'est un bordel. On va pas revenir dessus encore, je suis trop fatigué pour ça. Mais voilà, retenez que basiquement, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut vraiment pas dire... Dans le cas de l'être humain, c'est très codifié. Dans le cas des oiseaux, particulièrement des oiseaux plus que peut-être de tous les autres types d'animaux, c'est le bordel. Voilà. Donc vas-y, monogame, ça veut globalement pas dire ce que ça veut dire, quoi. Ça veut pas dire ce qu'on en comprend, nous, personnes lambda, en gros. Même s'il y a des tas de termes scientifiques très compliqués pour expliquer précisément de quel type de monogamie il pourrait être question, globalement, ça a tendance à changer au sein d'une même espèce, parfois même avec les mêmes individus. Voilà, ils s'en foutent de respecter les règles qu'on leur définit, voilà, eux, ils s'en foutent. Donc, bon, quand on parle de monogamie, ça reste tellement large... C'est tellement large que finalement ça veut pas dire grand chose. Hein. Vraiment, ça ne donne pas une idée claire de la façon qu'a l'oiseau de se reproduire, croyez-moi. Je vous invite à aller lire le pavé sur la monogamie chez Animalia. C'est donc ce site-là. Voilà. Là, il n'y a pas du coup le pavé sur la monogamie, je crois. Non, il n'y est pas. On va chercher ça. Le pavé sur la monogamie est très bien. Il n'est pas très long, c'est un pavé quand même. Mais vous allez comprendre... Ah bon, bah c'est pas grave, on va chercher le goéland argenté. Hop là. Vous allez vite comprendre, je vais pas tout relire, mais vous allez vite comprendre pourquoi c'est un bordel. Là. Le goéland argenté. Tac. Monogame. Allez. Voilà. Ça, c'est le pavé sur la monogamie. C'est en train de charger. Là. Voilà. Ça, c'est le pavé sur la monogamie. Autant vous dire qu'il est... Pourquoi ma page s'affiche pas au complet, là? Bref. Autant vous dire qu'il est compliqué, ce truc. Voilà. C'est complexe. Donc, voilà. Il y a énormément de différents types de monogamie. C'est vraiment le bordel. Moi, dans mes relations, je suis monogame, mais dans ma vie, je suis polygame. Comment tu fais du coup? J'ai pas compris l'implication là du coup. La monogamie. En fait là il faut des détails parce que ça peut vouloir dire tout et... Enfin du coup ça dépend de quel type de relation tu parles quoi. Je quitte l'ancienne dès que j'ai la nouvelle. Bah ça craint, non? Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris. En gros tu jettes tes partenaires quoi. Oui, c'est une blague. Ah oui, non, mais... ouais, non, là, j'aurais pas été d'accord. Hein. Attendez, parce que j'ai aussi un TDAH, donc j'ai souvent des notes qui pop sur mon téléphone et il faut constamment que je les reporte quand je suis en train de faire un truc, sinon je vais oublier. Là. Et donc oui, la monogamie, c'est un gigantesque bordel. C'était pour illustrer les dragueurs. Ça veut dire quoi, ça? Patenté? Ah bah, oui, respecter les femmes, respecter les gens, hein, pas que les femmes, par pitié. Qui que vous soyez, respectez votre partenaire, en fait. Et oui, donc la monogamie, ça dépend de vos types de relations, ça dépend si c'est pour de la reproduction, si c'est pour autre chose, ça peut être juste de la relation... Bon, nous, on dirait amitié, mais chez eux, ça marche pas comme ça, évidemment. C'est comme ça qu'on a construit notre société, mais c'est pas comme ça que ça marche chez les autres animaux, et certainement pas chez les oiseaux, visiblement. Enfin, ça pourrait, mais... Pour prendre un système très large, quoi, c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, on n'a pas moyen de le savoir. Bref, il y a donc, on va dire, les relations... sympas et les relations plus intimes qui ne sont pas forcément toujours que sexuelles. Il y a des oiseaux qui passent leur vie ensemble sans se reproduire et des en couple sans se reproduire et inversement des animaux qui se connaissent pas mais qui kennent comme ça et qui pourtant ont un partenaire, etc. C'est très 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 complet la monogamie et ça, franchement, ça ne veut pas dire pour les autres espèces ce que ça veut dire pour nous. Même si on est soumis à tout ça aussi, hein. Juste nous, comme c'est terriblement codifié parce que la chrétienté, etc., on a moins tendance à voir les autres prismes
et plus tendance à voir le truc sur lequel on s'est calé, quoi. Le modèle sur lequel on s'est calé, même si on fonctionne aussi selon d'autres trucs, les règles, il y a plein de gens qui les respectent pas, mais voilà, là pour le coup, on est aussi soumis à ces règles-là, mais chez les autres espèces, ils ont poussé le concept encore plus loin, plutôt c'est nous qui nous restreignons énormément, en nous mettant énormément d'œillères sur les possibilités de relations, et du coup ça fait que ça nous laisse ça, quoi. Le défenseur patenté d'une théorie, d'une idée. Plaisamment au sens de manifeste confirmé. Un escroc, un menteur patenté. Ou un connard, quoi. Finalement, c'est un connard. La polygamie est commune dans plein de cultures humaines. Oui. Mais vraiment, la polygamie n'est même pas la moitié du sujet qu'on aborde là. C'est vraiment que dalle. Non, c'est vraiment très très compliqué. Enfin, très compliqué. C'est pas très compliqué. À repérer, c'est compliqué. À comprendre et à intégrer, c'est pas dur. C'est juste qu'il y a tellement de possibilités que... Et tout ça, vous pouvez que l'interpréter, en fait. C'est pas écrit dessus. Forcément. Donc à chaque fois qu'on lit... oui, l'animal est monogame. Franchement, autant ne rien dire à ce stade-là, ça nous apporte pas de détails, quoi. Voilà, donc il garde le même partenaire, ça c'est du détail. Il garde le même partenaire pendant plusieurs années. Dans les infractuosités, les trous avec plusieurs couples, des échanges de partenaires d'une année sur l'autre sont possibles. D'accord. Bon écoute, je te passe Michel et puis tu me donnes René. On dit qu'on fait comme ça? Ok. Suivant la localisation géographique des colonies, les périodes de reproduction diffèrent de quelques semaines ou mois. Cette espèce a nidification hypogée. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Il y a une tribu en Afrique, c'est les femmes qui ont plusieurs maris, c'est très rigolo. Oui, c'est très répandu dans le monde vivant, ça. L'expression bien belge, j'ai dit quoi? Moi, je suis passé sur autre chose. Hein. Hypogée. En archéologie, à mon avis, c'est pas ça. Et un hypogée est une construction creusée dans le sol contenant le plus souvent une ou des tombes. Ah. Bon, j'ai comme un petit doute alors. Hypogée animal. Qu'est-ce à dire? C'est bien belge ça. Mais en fait, moi je dis pas ça parce que je suis spécialement belge, je dis ça parce que Camelot en fait. Le roi Burgonde il dit qu'est-ce à dire que ceci, et du coup, parce que du coup, moi ça reste dans ma tête. Et donc je le sors parfois. Même, il y a des moments où je le sors plus qu'à d'autres. Mais je savais même pas que c'était belge en plus, moi. Personne dit ça dans ma famille. Gna gna gna. Ce qui vit se développe sous la surface en souterrain. Ah! C'est plus clair déjà. Le prion colombe. Cette espèce a nidification hypogée, donc ils font des nids dans les trous, sous le sol, d'où les... C'était où? Les anfractuosités avec plusieurs couples. Voilà. Bref, donc voilà. Du coup, cette espèce a nidification dans le sol ou dans des trous. S'installe dans les éboulis ou creuses un terrier tortueux dans la terre, souvent sous des rochers ou des racines qui mesurent entre 20 et 80 cm de longueur, parfois plus. Il aménage son lit dans une petite chambre avec des brindilles et de la végétation. Une même entrée et les grandes anfractuosités peuvent être utilisées par différents couples. Ok, oui, ils font des grosses baraques, quoi. Astier confirme qu'il s'inspire beaucoup des Belges pour ses sketchs. Mais oui, on a tellement d'humour, ça m'étonne pas. Tant qu'il est en bon état, le terrier est réutilisé d'une année sur l'autre. Les autres adultes reviennent dans les colonies entre fin juin et fin août, Nouvelle-Zélande, à fin septembre, dans l'archipel de Crozet. C'est alors que les couples se reforment. L'accouplement a lieu dans le terrier. La femelle pond un unique œuf entre mi-octobre et fin décembre, suivant la répartition géographique. L'œuf est blanc, mesure en moyenne 44 mm de long, pour 32 mm de large, pour environ 25 grammes. On est ravis de le savoir. Rassure-toi, il dit avoir beaucoup piqué aux Québécois aussi, c'est francophone comme série. Ça aurait été mieux si c'était uniquement inspiré des Belges, mais bref. Hop. Les changements de partenaires sont effectués en début de nuit. Les œufs peuvent rester plusieurs heures sans être couvés, mais dans un délai de 3 jours est fatal. Ah.
Si le partenaire ne revient pas au bout de quelques jours, l'individu qui couve est contraint d'abandonner l'œuf pour aller se nourrir tout seul. Et l'œuf crève du coup. L'individu qui couve, machin, tout ça. Cette espèce n'effectue pas de ponte de remplacement. Ah oui, donc on n'en fait pas d'autres. Hein. On en fait un, on essaye une fois, si ça marche pas, je fais autre chose. Hein. Après l'éclosion, le poussin est couvé pendant 1 à 5 jours par l'un des deux adultes, parfois par les deux. Le poussin est rapidement émancipé thermiquement, donc il développe vite la capacité de thermoréguler et d'être au chaud. Les deux adultes peuvent alors partir en mer. Le poussin, machin, tout ça. À la naissance, le poussin pèse entre 15 et 20 grammes. Il est nourri par les deux parents par régurgitation incomplète. En Géorgie du Sud, il est nourri 1 jour sur 2. En fin de croissance, à une quarantaine de jours, il atteint un poids maximal situé entre 150 et 200 grammes. Plus élevé que celui de l'adulte. Ah oui, donc il est bien nourri, quoi. Il peut partir, là, c'est bon. Ce poids redescendra à 110 voire 140 grammes. Ah oui, putain, 150 à 200. 150, c'est le minimum. Au minimum, il fait 10 grammes de plus que l'adulte. Parfois, il en fait 60. Soit un peu moins de la moitié, quoi, de plus. Pour l'envol qui se produit entre le début du mois de janvier en Nouvelle-Zélande et le début du mois de mars sur l'archipel de Crozet, soit 45 à 56 jours après l'éclosion. Le succès reproducteur est d'environ 75% sur l'île Stephen en Nouvelle-Zélande. Donc comme quoi, manifestement, leur strat, ça marche. Ce chiffre varie considérablement suivant les colonies et la présence... C'est pas un chiffre, hein, 75, c'est pas grave. Suivant la colonie et la présence ou non des prédateurs. Les colonies ne sont jamais totalement désertées, les individus peuvent être observés à terre toute l'année. Les juvéniles reviennent autour des colonies 2 à 3 ans après leur envol et se reproduisent pour la première fois à l'âge adulte vers 3 ou 4 ans. C'est une espèce qui est majoritairement présente dans les eaux subantarctiques et subtropicales des océans Indien et Pacifique. Elle est largement mais irrégulièrement répandue. Il y en a partout, mais il y a des endroits où il n'y a rien, quoi. Mais dans une zone large, ils sont partout. Mais si vous cherchez une ville particulière, ils sont pas là, quoi. Enfin, il y a des moments où il y a des endroits où ils sont pas là. Le prion colombe se reproduit sur les îles en Australasie, au sud-est de l'Australie, en Nouvelle-Zélande, y compris dans le secteur de l'île du Nord et différentes îles subantarctiques jusqu'à l'île Macquarie. Il est très abondant dans cette partie du globe. Dans le reste de son aire de répartition, le prion colombe se reproduit sur les îles Falkland, aussi appelées Malouines. Il est aussi en Géorgie du Sud, en Atlantique du Sud, sur les îles Prince-Édouard, Marion et Saint-Paul, ainsi que sur les archipels de Crozet et de Kerguelen, au sud de l'océan Indien. C'est inspiré de la francophonie, il en joue. Et on fait tous partie on parle tous plus ou moins français. Hein. En hiver, il s'éloigne des sites de reproduction et se disperse principalement au nord. Son aire de reproduction atteint alors les eaux subtropicales, parfois au-delà de la latitude de 30 degrés. En Australie, le prion colombe atteint régulièrement les eaux de l'état du Queensland. En revanche, il s'éloigne rarement de plus de 2100 km de son site de baise, de reproduction. Ainsi, les individus néo-zélandais restent dans les eaux néo-zélandaises. Il niche au sud-est de l'Australie et atteint très rarement les eaux du sud-ouest de l'Australie. Il atteint rarement les côtes sud-africaines. Il voyage bien le piaf quand même, hein. Alors, la partie fun. La population mondiale était estimée à 5 millions d'individus au début des années 2000. Toutefois, la marge d'erreur est relativement importante car cette espèce est difficile à dénombrer. Le prion colombe n'est pas menacé. Il est quand même classé en préoccupation mineure. Hein. Donc pas menacé, mais... J'ai perdu ma ligne. Sur les sites de reproduction, cette espèce est très sensible aux prédateurs introduits. Les chats, arrêts, les rats, les souris, les wekas, je ne sais pas ce que c'est. L'érosion du sol peut détériorer les sites de nidification en fragilisant les terriers, tandis que les feux en période de reproduction auraient également des effets délétères. Ah bah oui, si tu fous le feu au terrier, ça fait chier, ouais. En Nouvelle-Zélande, l'espèce nichait sur de nombreux caps des îles du Nord et du Sud avant que les prédateurs n'y soient introduits.
Et comme par hasard, ils sont moins là maintenant. Ces derniers les ont éradiqués. C'est pas ils sont moins là, c'est qu'ils sont plus là, tout simplement. Ils sont partis. Enfin, ils sont morts, quoi. Seules quelques colonies subsistent sur des sites isolés et difficiles d'accès, notamment sur les rebords des falaises de la péninsule Otago. Outre les prédateurs introduits sur les sites de reproduction, les labs bruns, les busards de Good, Circus approximans en Nouvelle-Zélande et en Australie sont des prédateurs naturels des prions. Ils attrapent les adultes de jour en dehors des terriers. En mer, c'est cette même espèce et les pétrels géants et de algues qui peuvent occasionnellement se nourrir de prions. Les pauvres choux. Et oui. Et voilà. C'était ça pour le prion. Un petit piou-piou qui rase la flotte. Qui rase les vagues en mer parce qu'elle libère des courants d'air. Du coup, elle déplace l'air dans lequel font des courants. Et du coup, ça lui évite d'avoir à flapper. Il peut planer sur les courants d'air créés par les vagues. Il fait des terriers. Je connais pas beaucoup d'oiseaux volants qui font des terriers. Du coup, il fait des terriers dans le sol pour les petits. Petit qui va vite être capable de thermoréguler et donc pas trop besoin de couver pendant 8 jours, quoi. Juste, il faut pas le laisser plus longtemps que 3 jours. Enfin, il faut pas le laisser seul 3 jours. Enfin, l'œuf seul 3 jours, sinon il crève, malheureusement. Mais voilà, on peut quand même. Il y a une marge, quoi. Et oui, donc il a une option filtrage intégrée à son bec qui lui permet de filtrer le krill. Et il est capable de marcher sur l'eau façon Jésus en tendant les ailes parce que du coup, comme j'ai dit, les vagues vont créer des courants d'air. Et ça lui permet de planer sur les courants d'air en rasant la mer, en marchant dessus, littéralement en marchant sur l'eau, marchant sur les vagues. À quoi ça lui sert? Eh ben, ça lui permet de chasser. Et oui, comme ça, il voit ce qu'il y a en dessous et ça lui permet de... Enfin, il voit pas forcément bien ce qu'il y a en dessous, mais bon, ça lui permet quand même de chasser ce qu'il y a en dessous. Étant donné qu'il mange des... Je crois qu'on a vu des petits poissons, mais il mange surtout du krill et des petits amphipodes, donc des tout petits crustacés. Voilà, ça lui permet de taper dedans comme ça, en rasant la surface de l'eau. Éventuellement, il plonge la tête dans l'eau, mais il fait pas plus que piquer vraiment une tête. Voilà, il plonge pas vraiment. Et donc voilà, c'est des pétrels, donc c'est des piafs qui généralement ont un vol plutôt aérien et dynamique. Mais celui-là, il l'est un petit peu moins que les autres parce que justement, il rase la mer pour pouvoir plus planer que voler parce que c'est moins énergivore. Comme on l'avait déjà vu avec l'albatros, du coup, qui bloque ses ailes, qui sont énormes, avec un système de tendons pour pas avoir à flapper et planer comme un deltaplane sur les courants marins. Enfin, les courants d'air au-dessus de la flotte, quoi. Voilà, voilà. Moi, perso, je vais surtout retenir, je pense que c'est un piaf qui filtre les krill avec son bec, qui creuse les terriers, et qui marche sur l'eau façon Jésus. Probablement les 3 trucs que je vais retenir dessus. Voilà, voilà. Écoutez, il est déjà 13h30, moi ça fait 1h48 que je suis en live. Voilà, j'ai streamé un peu plus longtemps ces derniers jours. C'était pas mal, mais là je suis fatigué. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On va chercher quelqu'un à raid. Qui que c'est qu'on raid? Je cherche, je regarde. En fait, j'ai un raid chez des gens qui n'ont pas 12 millions de followers, là. Qui sont pas regardés par 12 millions de personnes, quand même. Là, on est déjà sur plus de la cinquantaine, on va aller voir en dessous. 26. Live 12 heures. Ouais. Ouais. Sinon, cette personne-là qui a commencé à live 24 heures, j'étais chez elle hier soir, ça avait l'air sympa. Non, on va raid chez Didou. Je crois. 11 followers. Didou, univers sympa, gaming, belle énergie, beaucoup plus que moi. Qu'est-ce que c'est? Rating, comment ça?
Ça veut dire quoi cette icône-là? Je suis en train de regarder ce qui se passe sur Twitch. Twitch m'a montré une nouvelle emote. Enfin, un nouveau truc. Ah, c'est pour afficher le raid. Ah, c'est bien foutu ça. Ouais, c'est bien foutu quand même Twitch chat. Hein. Ouais, si, quand même. Ah merde, faut que j'arrose mon avocat. Donc il faut définitivement que j'y aille. Sinon, je vais oublier. Voilà, donc moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée. Je rappelle que ici, on découvre, comme on l'a fait là, des bébêtes peu connues et un peu chelous, avec des comportements un peu particuliers. Sinon, juste les comportements en eux-mêmes seuls, comme on a vu la fois dernière avec la façon qu'ont les serpents de se déplacer, parce que c'est rigolo. Si j'avais un bon PC, chose que je projette de m'acheter dans quelques mois, on pourrait regarder des docus, Nat Geo Wild, etc. Mais on peut pas encore. Mon PC n'est pas capable de faire ça pour l'instant. Mais voilà, on fera des petits trucs sympas. Pour l'instant, on reste là-dessus, sur de la découverte. Et on va de plus en plus jouer à Metazoa parce que j'aime trop ce jeu. Voilà, je l'aime trop, donc on va faire des trucs comme ça. Voilà, moi, et je rappelle aussi que j'ai une chaîne YouTube où vous avez les rediffs, les clips, et aussi de la vulga scientifique en format court, 3 à 5 minutes, fait par Bibi, sourcé, tout ça. Voilà, salut!